Bonjour. Avec cette pastille vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un article de Pierre Pastré, paru dans la revue Education, Science and Society, qui s'intitule La didactique professionnelle, un point de vue sur la formation et la professionnalisation. Alors, cette présentation va nous permettre d'observer une définition de la didactique professionnelle, de voir son évolution et ses concepts principaux. Alors, la didactique professionnelle peut se définir comme l'analyse du travail en vue de la formation de compétences professionnelles. C'est une discipline récente qui n'a pas encore développé toutes ses potentialités, mais qui chaque jour œuvre pour développer de nouveaux concepts ou de nouveaux champs de sa pratique, par exemple avec ses experts et les chercheurs et les praticiens qui se retrouvent dans l'association recherche et pratique en didactique professionnelle. Alors, quelles sont les origines de la didactique professionnelle? Ces origines plongent dans plusieurs sources, 3 domaines théoriques et un champ de pratique. Commençons par les sources théoriques. Alors, la première source est le cadre théorique de la conceptualisation dans l'action, développé par Piaget et continué par Vergniaud. La seconde source est la psychologie ergonomique, notamment de langue française, initiée par Ombrenan et Faverge, et continuée par Leplat. La troisième source est la didactique des disciplines, avec une mention toute particulière pour la didactique des mathématiques, avec des auteurs fondamentaux comme Brousseau et Vergniaud, qui ont largement contribué à ce qu'on appelle aussi la didactique scolaire. Quant au champ de pratique dont la didactique professionnelle s'est inspirée, il s'agit de l'ingénierie de formation. Alors, qui dit ingénierie de formation dit analyse de besoins, définition d'objectifs, construction et évaluation de dispositifs. Donc, on voit bien, par cette dernière évocation du champ de pratique, que la didactique professionnelle se définit comme l'analyse du travail en vue de la formation de compétences professionnelles. Oui, nous sommes bien dans le champ des professions, dans le champ de l'apprentissage des métiers ou de développement de compétences dans des métiers donnés. Alors, tout en puisant son inspiration dans ces différents domaines, la didactique professionnelle, dès son origine, a tenu à marquer ses spécificités. Elle a d'abord marqué sa différence avec l'ingénierie de formation et surtout, elle s'est focalisée sur l'analyse du travail. Le but de la didactique professionnelle fut en effet de mettre en avant la nécessité de faire une analyse du travail comme préalable à toute formation professionnelle, ce qui l'a amené à s'emparer des concepts et méthodes de la psychologie ergonomique qui a été développée par Jacques Leplat. De la même manière, à son point de départ, la didactique professionnelle a tenu à marquer sa différence avec la didactique des disciplines. En effet, la didactique des disciplines est structurée autour de la transmission et de l'acquisition de savoirs. On dira des savoirs académiques, on parle aussi de savoirs savants. Il n'y a pas une didactique des disciplines, mais des didactiques des disciplines, puisque les disciplines sont très diverses et variées. La didactique professionnelle, elle, se centre plutôt sur l'apprentissage d'activités dans des situations professionnelles données. On verra que le fait de prendre comme objet non un savoir mais une activité entraîne des conséquences importantes. La didactique professionnelle, au final, pourrait être qualifiée de didactique des métiers. On est dans un apprentissage du métier où il s'agira d'apprendre des savoirs, mais ce sont des savoirs d'action professionnelle, des savoirs d'action liés à des métiers spécifiques, qui engendrent donc des problématiques et des connaissances tout aussi singulières. On peut aussi mentionner, pour définir la didactique professionnelle, qu'elle se donne comme objet le développement chez les adultes, avec cette idée forte que c'est dans le travail que la majorité des adultes rencontrent leur développement. Pendant longtemps,
le développement cognitif a été considéré comme réservé aux enfants et on s'est rendu compte que les stades piagétiens n'étaient qu'une indication et vraisemblablement pas aussi figés qu'on pouvait le penser et que le développement ne s'arrête pas à la majorité, après 18 ans, mais qu'il se poursuit et qu'il se développe et même qu'il peut prendre son envol au travers des métiers où l'on apprend et réapprend régulièrement et où on développe de nombreuses compétences par nécessité ou par plaisir. Alors, quel fut le point de départ de la didactique professionnelle? Il est le suivant. C'est l'idée qu'il faut faire une analyse du travail comme préalable à toute construction de dispositifs de formation. Effectivement, on ne peut pas se contenter d'aller voir sur le terrain des salariés et leur demander quels sont, d'après eux, leurs besoins de formation, vers quel stage de formation souhaiteraient-ils s'orienter. On ne peut pas non plus se contenter du seul avis du responsable de l'organisation ou d'une entreprise pour énoncer précisément quels sont les besoins de formation. De façon à se montrer efficace et que il y ait une réelle plus-value de la formation et une transformation sur le terrain professionnel, de manière à se montrer plus efficace, il a paru vraisemblable que la nécessité d'une analyse du travail était incontournable. Aller voir dans l'atelier, aller voir dans les bureaux, aller voir dans les entrepôts comment s'effectue le travail pour en saisir une substantifique moelle permet de le comprendre et du coup d'imaginer des besoins de formation, des besoins près desquels on pourrait passer sans s'en soucier, sauf si au final on se rend compte qu'il s'agit finalement de savoir-faire, de savoir-être ou de savoir qui sont essentiels au métier et surtout à son efficacité. Donc, il y avait nécessité, dès le départ, pour la didactique professionnelle, d'aller sur le terrain, analyser le travail, de manière à pouvoir le comprendre, en saisir des invariants, des spécificités, mais aussi des singularités chez les personnes qui travaillent, de façon à construire des plans de formation. Alors bien sûr, les analyses du travail s'effectuent selon diverses modalités. Il y a plusieurs écoles d'analyse du travail. Ce qui caractérise à des dits professionnels sur ce sujet tient au cadre théorique de référence qui est la conceptualisation dans l'action. Sa méthodologie s'inspire principalement de la psychologie ergonomique. La conceptualisation dans l'action nous vient directement de Piaget, encore plus profondément que son constructivisme. On trouve chez lui l'idée que la connaissance est fondamentalement une adaptation, la manière dont les humains sont capables de s'ajuster à leur environnement. C'est pourquoi la première propriété de la connaissance est d'être opératoire. Elle sert à orienter et guider l'action. Ce n'est que dans un deuxième temps que la connaissance donne naissance à des savoirs théoriques. C'est pourquoi la conceptualisation est à distinguer soigneusement de la théorisation. La conceptualisation a d'abord une fonction opératoire, ce qui oblige, contrairement à la pensée commune, à ne pas trop dissocier la connaissance et l'action. Autre point très important, c'est qu'il existe dans toute activité humaine une organisation invariante qui est suffisamment générale pour pouvoir s'adapter à un grand nombre de situations. Et c'est bien cela que l'analyse du travail, comme je disais, va essayer d'observer, de saisir, de comprendre de façon à pouvoir, à partir de ces invariants, construire des plans de formation. Ce qui nous renvoie donc à la définition du schème d'action. Vergniaud définit le schème comme une organisation invariante de l'activité pour une classe de situation donnée. Cette organisation de l'activité n'est ni stéréotypée, ni évanescente. Ainsi, le concept de schème permet de combiner judicieusement les deux propriétés essentielles de l'activité, l'invariance de son organisation, en quelque sorte son squelette,
et sa grande adaptabilité aux circonstances. Donc, ce qui caractérise la didactique professionnelle et au final la construction de plans de formation en termes d'ingénierie de formation, c'est le repérage de ces concepts organisateurs qui sont utilisés pour orienter et guider l'action. On retrouve là l'inspiration piagétienne qui fait de la connaissance une adaptation. C'est un véritable enjeu que de repérer ces concepts organisateurs qui sont souvent très implicites, servant à orienter l'action en lui permettant de s'ajuster aux situations qui offrent la possibilité de prise de décision judicieuse dans le travail, à tous les niveaux du travail, quels que soient les postes de travail. Cette analyse du travail s'appuie sur une méthodologie qui s'inspire donc de la psychologie ergonomique, qui repose sur le principe suivant. Dans le travail, on peut distinguer ce qui relève de la tâche prescrite, ce qu'un opérateur doit faire, et ce qui relève du travail réel, ce qu'un opérateur fait effectivement. Or, il existe toujours un écart entre la tâche prescrite et l'activité réelle, car c'est là qu'on trouve la dimension créatrice du travail. L'activité est toujours plus riche et plus complexe que la plus détaillée des prescriptions. Et c'est là tout le plaisir, tout le bonheur pour les ergonomes d'aller observer, d'aller comprendre, de se saisir de cet écart qui va permettre de faire parler le métier et de déterminer ce qui est invariant dans le métier, mais aussi la part de singularité des gens qui effectuent le métier. Ce qui permettra donc des comparaisons interindividuelles. Alors, il est vrai que le paradigme de Leplat est très bien adapté aux situations reposant sur une organisation taylorienne du travail. C'est un petit peu plus compliqué dans des situations de travail de service. On peut penser par exemple à l'enseignement, où la tâche prescrite est bien moins détaillée que dans les milieux par exemple industriels. Du coup, il a fallu réaménager la méthodologie, puisque l'évolution du travail a vu se multiplier des situations qu'on pourrait qualifier, selon Vallot et Maggi, de discrétionnaires. Il y a bien toujours une prescription, mais celle-ci se contente de préciser le but de l'action, laissant à la discrétion des acteurs et leurs compétences le soin de choisir le bon mode opératoire. Donc, on va chercher en didactique professionnelle à identifier, à côté des concepts qui structurent la tâche, ce qui serait de l'ordre du jugement pragmatique, assez souvent également implicite, qui permettent de comprendre comment les agents organisent leurs activités, sachant que la prescription est donc très discrétionnaire, elle est très implicite, très molle, il y a peu d'informations à récupérer, et donc il va falloir faire parler les personnes qui travaillent de manière à rentrer dans leur manière de faire au quotidien, leur singularité, et puis essayer d'inférer ce qui est de l'ordre de l'invariance, de ce que l'on peut retrouver chez tous les opérateurs et qui va organiser une activité de travail donnée. Cela va permettre aussi de parler du coup de concepts pragmatiques, c'est-à-dire des concepts qui sont mobilisés dans l'action et issus d'elles-mêmes servant à l'orienter et à la guider. C'est une autre façon de parler de concept organisateur, mais l'idée est la même. Dans le concept organisateur, finalement, le terme a été développé par Pierre Bastré un peu plus tardivement, parce qu'il peut regrouper à la fois ce qui peut relever du pragmatique, mais dans le pragmatique, dans une pensée, une action très très pratique, il peut aussi avoir de l'épistémique, c'est-à-dire du théorique, du plus scientifique, dirais-je. Les choses ne sont pas aussi tranchées. Donc, finalement, l'idée, le principe de concept organisateur permet de relier à la fois les concepts épistémiques d'origine plutôt
scientifiques aux concepts pragmatiques qui sont liés donc purement à des savoirs d'action issus de l'observation, de l'analyse de l'action professionnelle. Alors, comment Pierre Passery définit-il un concept pragmatique ? Un concept